Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je voudrais remercier Anne-Paul, Nicolas, Jérôme pour leur invitation. Et donc, moi, je vais vous faire une présentation assez terre-à-terre, concrète, sur où en est-on des RCP transgénomiques pour Firando. Donc, RCP, et je parle au nom de Véronique Tardy, qui n'a pas pu venir, et de moi-même. Donc, comme il a déjà été dit, dans la filière Firando, il y a donc deux préindications. La première, anomalie sévère de la différenciation sexuelle d'origine gonadique et hypothalamo-hypophysaire. Et la deuxième, insuffisance ovarienne prématurée. Donc deux préindications et deux plateformes, donc Sequoia et Oragen. Et donc la répartition de ces plateformes, eh bien, elle se fait selon une diagonale française, donc le nord Sequoia et le sud Oragen, avec les territoires d'outre-mer par Oragen. Et donc, j'ai emprunté cette carte à Michel Vido, et donc je voudrais m'inspirer du fait qu'elle a donc été publiée hier, enfin diffusée hier à 9h du soir, les recommandations pour l'organisation des réunions de RCP d'amont, maladies rares et oncogénétique constitutionnelle. Donc ce texte, il a été rédigé par Christelle Thauvin, et donc nous étions tout un membre de groupe de travail, de relecteurs impliqués dans ces RCP d'amont. Alors la difficulté, c'est que cette RCP d'amont, donc elle peut s'effectuer soit en présentiel, soit par webconférence, en utilisant un outil informatique de RCP dédié, et en s'appuyant sur l'expertise des centres de référence maladies rares et des centres de compétences et des laboratoires de cytogénétique et de génétique moléculaire des 23 filières de santé maladies rares. Donc ça, j'ai extrait ce texte du texte qui est donc publié depuis hier. Et donc, dans Firando, on avait décidé, tous ensemble, de démarrer sur une RCP nationale pour les deux préindications. Et il y a une charte qui est en cours de rédaction. Alors, il ne faut pas bien sûr qu'elle soit opposée à la charte de toutes les maladies rares. Donc, c'est pour ça qu'elle était un petit peu en attente pour fusionner les deux chartes. Et donc, on avait décidé de faire une RCP par mois, le deuxième mardi du mois, de 17h à 19h. Donc, cette RCP nationale, on avait choisi qu'il y ait une alternance du coordonnateur de cette RCP entre le nord et le sud pour être le plus équitable possible. Et il y avait des cliniciens référents qui ont été nommés. Donc pour le nord, alors la première indication, pour un raccourci, je l'ai appelé DSD. Donc Philippe Touraine et en pédiatre Juliane Léger. Pour le nord IOP, moi-même et Michel Pollack. Et pour le sud, les deux indications sont portées, les préindications sont portées par Aude Braque de la Perrière de Lyon et Françoise Paris de Montpellier. Donc, cette alternance du coordinateur, c'est le premier système qui a été mis en place. Et donc, bien sûr, par définition, c'est une réunion multidisciplinaire. Donc, il doit y avoir des médecins cliniciens, des généticiens, des biologistes moléculaires impliqués dans Firando. Et dans la nouvelle charte, il est indiqué que dans le quorum de participants, il faut au moins 2 membres de disciplines différentes. Ce qui a toujours été le cas pour les 4 RCP que nous avons fait jusqu'à présent. Alors, il faut définir la liste des prescripteurs. Et ça a été une des difficultés. C'est que pour présenter un dossier à cette RCP et pour pouvoir prescrire cette analyse génétique, il faut faire partie de cette liste de prescripteurs. Et il faut que ces prescripteurs soient déclarés avant même la RCP au sein des plateformes. Et ça, c'est important parce que effectivement, il faut qu'il y ait un numéro RPSS, donc le numéro d'identification de chaque médecin, pour qu'il soit identifié comme le prescripteur. Et il faut vraiment que ces prescripteurs soient déclarés sur le site de la plateforme pour qu'ils puissent avoir un compte de e-prescription. Donc, je m'explique. Quand le patient
va être prélevé, il faut que ce prescripteur puisse se connecter sur la e-prescription pour télécharger les consentements, télécharger le code barre qui correspond à cette prescription et enfin pouvoir contacter le système de logistique qui va venir chercher le prélèvement. Et donc toute cette mise en place, c'est effectivement quelque chose qui a pris beaucoup plus de temps que prévu. Et donc, j'ai extrait ce qui est dans la nouvelle charte. En accord avec le Code de santé publique et les recommandations de l'Agence de biomédecine, la prescription d'un examen de génétique peut être effectuée par un médecin généticien ou un médecin non généticien connaissant la situation clinique, soit la maladie, soit la prise en charge thérapeutique, et les conséquences familiales, et qu'il soit capable d'en interpréter le résultat. En effet, les cliniciens de spécialité peuvent être amenés à travailler en lien étroit avec des généticiens moléculaires et ou des spécialistes d'organes ayant acquis une expertise en génétique. Alors, ce qui est important, effectivement, c'est que dans tous les cas, le prescripteur doit être capable de délivrer au patient une information préalable, complète et compréhensible. Et en effet, c'est le prescripteur qui recevra le résultat écrit d'un des deux laboratoires France Médecine Génomique et qui devra le rendre au patient. Donc, il y a une nécessité d'une collaboration très étroite entre les généticiens et les cliniciens. Alors, l'idée, c'est qu'on a mis en place le fait qu'il faut envoyer 8 jours avant la RCP la fiche d'indication du patient au coordonnateur de cette RCP. Alors, juste pour vous donner un exemple, enfin les deux exemples, ont été mises au point 2 fiches RCP, une pour chaque pré-indication. Et donc, ces fiches de RCP, elles ont été diffusées à tous les prescripteurs et elles doivent être donc remplies donc de manière anonyme puisque jusqu'à présent les systèmes de RCP n'étaient pas sécurisés sur le plan de la confidentialité, donc il est nécessaire de mettre la première lettre du nom et du prénom uniquement et l'âge du patient et ou la date de naissance, les antécédents familiaux, le sexe d'orientation, puisqu'il s'agit a priori dans cette fiche d'une anomalie ou d'un développement sexuel différent, puisqu'il ne faut plus dire anomalie, et le phénotype initial doit être renseigné. Donc pour répondre à la question de Nicolas tout à l'heure, cette fiche, en fait, elle est téléchargée sur le site de e-prescription à ce jour. Donc, il y aura ces données, normalement, dans la base de la plateforme. Et donc, la clinique est indiquée, le cariotype, les gonadotrophines de base, les dosages d'AMH d'inhibine B, l'imagerie si elle a été réalisée et si elle est bien sûr informative, l'évolution clinico-biologique et dans l'étude moléculaire, donc le panel de gènes dédiés, la date de réalisation et le lieu de réalisation. Donc, on peut savoir quel panel a été réalisé. Est-ce qu'il y a bien sûr la notion d'une consanguinité? Est-ce que c'est un cas familial? Et avec un arbre généalogique. Donc ça, c'est l'exemple pour les DSD. Et puis pour les IOP, eh bien donc, même chose, les initiales, l'âge du diagnostic, l'âge des premières règles, la date du prélèvement avec les gonadotrophines, puisque la définition de l'IOP, c'est la survenue d'une aménorrhée ou d'une spanioménorrhée, c'est-à-dire d'un élargissement des règles avec moins de 4 épisodes de règles par an et avec des taux de gonadotrophine FSH élevés, supérieurs à 25. Ce sont les recommandations internationales de la Société européenne de reproduction humaine, un estradiol effondré et un taux d'AMH qui est donc le marqueur de la réserve folliculaire, qui est le plus souvent effondré mais qui ne peut ne pas être nul. Indiquer bien sûr si c'est un cas familial, l'arbre généalogique. Est-ce qu'il y a ou non un terrain auto-immun par les anticorps antithyroïdiens et les anticorps anti-21-hydroxylase? Bien sûr, le résultat du cariotype pour exclure le syndrome de Turner ou une translocation X-autosome ou une délétion du bras long de l'X. Le résultat du nombre de triplés CGG pour exclure une prémutation. Et bien sûr, l'analyse chromosomique en ACPA
pas. Et puis ensuite, le panel de gènes dédiés, sa date et son lieu de réalisation, avec un résultat négatif pour pouvoir être sélectionné dans cette RCP. Alors, l'idée, c'est d'effectivement faire un prélèvement en trio au départ avec le sujet index, le père et la mère. Chez les adultes, c'est extrêmement compliqué d'avoir le même jour, puisqu'au départ, c'était le même jour, le sujet index, le père et la mère. Souvent, ils n'habitent plus du tout dans la même région, donc on a été amené à plusieurs reprises à faire des prélèvements et se pose le problème des sujets du père et de la mère. S'ils sont dans la région oragène et non séquoia, qui va où? Et donc ça a posé quelques petits problèmes à ce jour. Alors, bien sûr, le respect de la confidentialité, c'est un point extrêmement important. Et le système utilisé pour ces RCP, puisque c'est des RCP nationales, on a essuyé quelques plâtres pour avoir un système efficace où tout le monde puisse parler à son tour, s'entendre, se comprendre et qu'on ait des conclusions fiables. Alors, ce que je voudrais souligner, c'est extrêmement terre-à-terre, j'en suis désolée, mais c'est la difficulté du fonctionnement en post-RCP. Parce que la RCP, on se parle, on dit ça d'accord, le cas est accepté. Mais ensuite, la logistique est que donc il faut prévenir le prestataire qui va venir chercher les prélèvements. Il faut que le prescripteur se connecte sur la e-prescription. Donc pour l'instant, le programme c'est SPICE pour Sequoia et IGEN pour Oragène. Et donc là, il faut que le prescripteur il remplisse les données, nom, date de naissance du trio. Et que ce trio soit validé par le coordonnateur de la RCP. Et ça, c'est souvent une deuxième étape qui est oubliée, c'est que le coordonnateur de la RCP doit valider une fois que le trio a été rentré dans l'outil de e-prescription. Donc, il faut identifier le trio et avoir toutes les données, en particulier les dates de naissance et donner des numéros à ces patients, savoir où ils vont être vus dans la France. Ensuite, il faut imprimer les consentements, les scanner et les télécharger. Donc, il faut faire toute cette démarche pour les trois personnes. Le sujet index, c'est les deux. Bien sûr, ce système de prescription permet d'avoir une étiquette, un code barre qui doit être associé au tube. Et ensuite, il faut que le prescripteur soit présent puisque à ce jour, la boîte doit être scellée avec la personne de biologistique qui vient chercher les tubes sur place. Et donc, ce schéma m'a été donné par Michel Vido, donc on l'a déjà vu plusieurs fois. Le principe, moi je ne parle aujourd'hui que de la RCP d'amont et de l'étape pour aller jusqu'à la e-prescription SPICE et le prélèvement. Alors, la chose qui est intéressante, c'est dans Firando, où est-ce qu'on en est à ce jour? Donc, à ce jour, on a eu 4 RCP. Donc, la première au mois de juin, la deuxième au mois de septembre, octobre et novembre. Donc, par rapport aux autres filières, sur le nombre de RCP, on est plutôt pas mal. Après, donc effectivement, pour faire ce tableau, j'ai été aidée par Aude Braque, Françoise Paris, Véronique Tardy, et donc voilà l'état des lieux. Donc DSD accepté, de refuser en fonction de chaque RCP, IOP accepté, IOP refusé. Et ensuite, la dernière ligne, j'ai mis la répartition séquoia ou oragène des différents patients qui avaient été présentés. Et donc, ce qu'on peut voir, si on fait un total, c'est qu'on a à peu près à ce jour 16 DSD qui ont été acceptés, 18 IOP qui ont été acceptés. Donc, lorsque les dossiers ont été déposés, c'était à peu près 60 DSD par an qui étaient proposés et 90 IOP. Donc effectivement, l'idée de faire la RCP nationale, c'était de répartir ce nombre de patients divisé par 12. Ça faisait à peu près entre 10 et 15 patients par RCP. Et donc, on voit que donc il y a un certain taux de refus. Les raisons de refus, ça a été soit parce que
bilan n'était pas complété, en particulier sur le plan auto-immun, soit parce que les prescripteurs n'étaient pas très bien identifiés. Et donc, on en est à ce jour avec donc 25 dossiers acceptés en RCP pour Sequoia et 9 pour Auragen. La difficulté majeure, c'est combien est-ce qu'il y a vraiment de prélèvements qui ont été effectués. Et donc à ce jour, il y a eu 3 trios qui sont partis à Sequoia, plus une autre cette semaine. Ce sont des patients ce sont mes patients en fait que j'ai réussi à convaincre pour être prélevés, et voilà, les prélèvements sont déjà arrivés. Et puis il y a un trio DSD Sequoia, c'est Claire Bouvatier qui a fait la démarche. Et donc il y a uniquement à ce jour 4 trios, donc on peut se dire c'est effectivement assez lent. Et pourquoi c'est lent? Parce que c'est difficile de faire venir le sujet index et les parents dans un délai relativement raisonnable. Alors, donc, ça va effectivement s'améliorer, ça va démarrer, mais ça prend beaucoup de temps. Ça prend 1h30 minimum pour le prescripteur, et bon, il y a beaucoup de collègues qui ne font pas la démarche. Alors à ce jour, il n'y a pas d'RCP d'aval, et donc les problèmes rencontrés, parce que je pense que c'est là-dessus qu'il faut insister, c'est que tout d'abord, le système de communication utilisé pour les RCP n'était pas homogène, et donc on a eu des problèmes avec une RCP où il y avait des bruits incessants, on n'arrivait pas du tout à communiquer. Bon, ça devrait s'améliorer. Il y a la difficulté majeure de proposer un prélèvement du sujet index et des 2 parents en même temps, et surtout chez les adultes. Mais bon, il vient d'y avoir un amendement récent pour dire que effectivement les prélèvements ne sont pas forcément en même temps, premièrement, et deuxièmement, le trio n'est pas absolument nécessaire, que c'est à discuter avec les généticiens. Donc le temps passé pour chaque prélèvement pour les prescripteurs est très important, et il n'est pas du tout valorisé. Vous avez dit tout à l'heure, pour les généticiens c'est difficile, mais pour les cliniciens aussi. Et donc faut appeler biolégistique, télécharger les coordonnées des patients, signer les consentements, télécharger les consentements, télécharger les étiquettes. Donc ça prend un certain temps. Alors les améliorations possibles, je pense qu'il faut vraiment au sein de la filière essayer de motiver au maximum tous les personnes qui sont susceptibles de voir ces 2 pathologies, parce qu'il faut vraiment, je pense, augmenter le nombre de dossiers présentés à chaque RCP. Il faut vraiment que la liste des prescripteurs soit établie avant la RCP. Alors, le système commun de la RCP vient d'être accepté, et c'est donc SARA qui va être utilisé. Donc ça va peut-être simplifier l'homogénéisation des choses. Et puis ensuite, il y a un travail très important qui est réalisé par les généticiens de la filière Firando, Anne Barlier et Véronique Tardy, qui ont pour but d'homogénéiser les panels dédiés sur le territoire national, parce qu'à ce jour, il y a différents panels qui sont utilisés avec des nombres de gènes différents, et donc c'est important d'avoir quelque chose d'homogène. Donc les prochaines RCP, c'est le 14 janvier, le 11 février, et donc je voudrais inciter vraiment beaucoup de monde à présenter les dossiers. Et donc je voudrais rappeler cette phrase effectivement dans le plan France Génomique, que ces préindications se doivent d'être issues des avancées scientifiques et s'appuyer sur un transfert de la recherche aux soins. Et ça, c'est un point très important. Concrètement, elles prendront la forme d'études de cohortes de patients avec une vision d'entrée dans un processus de remboursement pour l'indication étudiée. Donc là, on est quand même assez loin de grandes cohortes de patients à ce jour. Et pour les 2 préindications, et même s'il y a la cohorte de patients, puisque en tout cas pour les IOP, il y a plus de 1500 patients qui sont déjà dans des cohortes. Et cette procédure permet aussi une montée en charge des plateformes avant de faire émerger une véritable filière de médecine génomique à l'échelle nationale. Donc c'est un point extrêmement important, et je vous remercie pour votre attention.